On a dit que j'ai tapé sur... pas on a dit, j'ai tapé sur les bonbons. Maintenant, les chefs de l'Ouest sont allés quelque part. Ouais. On m'attend là-dessus. Mais je... Bon, voilà. Mais ce que je vais leur dire, je maîtrise la sorcellerie des Bassa. Je sais comment me protéger des Bassa. Mais pas celle... Je ne maîtrise pas la sorcellerie de l'Ouest. Ah bon? Que chacun tape sur ses chefs. Vous comprenez? Non. Je préfère... Vous... Quand je m'attaque aux bonbons qui n'agissent pas bien, je sais à quoi je m'attends. Moi-même. Et je sais que je suis dans mon univers mystique. Maintenant, j'ai vu les chefs, Chang, Bafoussam, tout le monde, tout l'Ouest. Si vous voulez taper, vous-même vous tapez sur vos propres chefs. Donc, ce n'est pas... Je ne suis pas vendu non plus. Tout à fait. Bonjour, bonsoir. C'est Sekanti Bertrand, de mon titre de notable Ngumbe Sombungbon. Je suis descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi, descendant de Ngolo Nkenya. Descendant de ceux-là qui se sont battus pour que le Cameroun soit debout comme il est aujourd'hui, pour qu'on ait le semblant de pays que nous avons. Je fais la vidéo pour m'adresser pas à tous les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, mais je m'adresse particulièrement ici à la quarantaine, je crois, de chefs traditionnels bamileke de la honte. Ceux-là qui ont décidé de se faire humilier jusqu'au bout par le régime en place. À ces chefs-là, vous êtes une honte. Je réitère encore tout mon respect ici. Aux chefs qui ont refusé d'aller contribuer à l'humiliation, à l'appauvrissement de notre peuple avec le cinéma, le théâtre que Ngongo organise à Yaoundé, sous prétexte que c'est Paul Biya qui donne l'ordre. La quarantaine de chefs, je crois 42, quelque chose comme ça, qui est allé participer activement et rentrer avec des enveloppes. Vous ne représentez pas, en aucun cas, vous ne représentez pas la communauté bamileke. Vous êtes une honte pour vos villages respectifs. Et vous ne faites pas ça au nom de vos villages. Parce que quand vous prenez ces enveloppes, vous rentrez avec, vous ne redistribuez pas ça au peuple. Vous êtes champion pour exposer vos enfants et les jeter à la vindicte populaire. Dans ce pays, le Cameroun, les populations bamileke sont attaquées à Sangmélima. Les boutiques pillées, partout, à Bolova, à Konolinga, partout sur l'ensemble du territoire. Même le tissu sacré Ndop a été récemment profané à Baré Bakem, brûlé. On a vu nos enfants bamileke être attaqués. Vous n'avez jamais rien dit parce que ça ne vous concerne pas. Vous protégez vos intérêts. Quand la brigade anti-Sardina sévit en Europe, c'est vous qui faites les communiqués pour nous jeter à la vindicte populaire en disant oui, ce sont nos enfants, mais nous on ne les reconnaît pas. On n'est pas avec eux, on est avec les institutions. Comme si dans la base il n'y avait que des bamileke. Admettons même qu'il y ait une bonne partie, n'est-ce pas, dans la base qui soit des enfants bamileke. Ce sont des Camerounais qui sont tout simplement indignés, révoltés contre le régime en place. Pourquoi c'est vous qu'on utilise contre vos propres enfants et vous acceptez? Les enfants à qui le régime a tout refusé au Cameroun. La base là est constituée majoritairement des gens qui sont frustrés, des gens qui sont révoltés contre le Cameroun. Ils vivent à l'étranger, ils voient comment ça se passe bien partout. C'est beau, il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des ambulances, il y a des écoles, il y a tout pour tout le monde. Mais chez nous au Cameroun, le système en place de 43 ans que vous soutenez a refusé ça à nos populations. Les mêmes enfants ont fui le Cameroun, je prends mon cas, traverser le désert, traverser la mer, arriver en Europe. On se plaint contre le régime parce qu'on veut que ça change. Vous allez rédiger les communiqués pour soutenir le régime qui détruit notre pays. Parce qu'on vous donne 50 000 de salaire. Nous nous indignons parce que ça ne va pas. C'est vous qui allez vous exposer partout pour humilier vos propres enfants. Les jeter à la vindicte populaire. Ça ne va pas continuer comme ça. Vous voyez au sein de la base, c'est des gens qui sont venus, qui ont aussi fait des études.
à qui on a tout refusé au Cameroun. Parfois, c'est des gens qui se sont débrouillés, qui ont eu leurs petits miettes. Ils ont fait des conteneurs, ils ont envoyé au Cameroun. Au port de Douala, ça a été bloqué. Parce qu'on n'a pas donné le choco. Beaucoup sont indignés parce que ils ont même payé. On a laissé leurs parents mourir sur les lits d'hôpitaux parce qu'il n'y a pas de couveuse. On a laissé nos enfants mourir parce qu'il n'y a pas de couveuse. Des accidents sur les routes. Le pays ne va pas bien, mais vous avez décidé de soutenir le dictateur Paul Biya. En tant que notable que je suis, notable de Dieu, je prends mes responsabilités. Ces chefs-là ne mettront plus pied ici en diaspora. La brigade anti-Sardina va vous boycotter proprement. Nous avons la liste de ces chefs. Et quand vous allez venir ici, je dis moi-même personnellement, je vais vous attaquer. Et je parle ici là, en toute sérénité. Les organisations Bamileke, le All Bamileke Convention, les LACAM et tout le reste, ces chefs-là, vous avez la liste. Ne les invitez plus. Vous les invitez, nous allons venir gâter cet événement. Ils ne parlent pas en notre nom. Comme ils ont donc décidé d'être des chefs qui obéissent à une dictature, qu'ils aillent s'associer à cette dictature-là et qu'ils continuent. Notre peuple ne va pas souffrir. Prendre ces petits miettes, envoyer, contribuer pour ces chefs-là qui ont des voitures, qui sont logés, qui ont tout. Les enfants Bamileke vous donnent tout, mais vous avez décidé de les humilier. Qu'est-ce qu'on ne vous donne pas? Vous manquez de quoi? Nous vous donnons tout. Tous les projets, nous soutenons les enfants Bamileke, qu'ils soient au Cameroun, qu'ils soient en diaspora. Les enfants respectifs de tous ces villages-là font tout pour que leur chef soit au petit soin. Vous avez décidé tout simplement de les humilier. Quand il faut écrire pour apporter motion de soutien au régime tout en jetant vos enfants à la vindicte populaire, vous êtes très fort. Voilà que vous soutenez le pouvoir de 43 ans, qui vous a humilié, qui a humilié vos enfants. Vous n'êtes dans aucune revendication de notre communauté. Vous êtes simplement dans le soutien pour avoir quelques perdièmes. Je dis bien, vous serez sérieusement boycottés ici en diaspora. Vous verrez. Vous verrez. C'est Mumbeso Mbong qui parle. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour aux Bamileke du Canada et des États-Unis. Parce que c'est vous qui avez l'art d'organiser les grandes réceptions pour les chefs, les All Bamileke Convention, les ceci, les comme ça. Alors, je sais très bien que parmi nous, il y a beaucoup de Yepka et de Kwemo. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont cachés, il y en a qui ne s'assument pas. Ce n'est même pas... Il ne vous impose rien, mais c'est une doléance. Et c'est aussi une façon pour nous de laver notre honneur en tant que fils et filles Bamileke. Tout le monde ne peut pas tourner le dos à la vérité. Il y a une chose qui s'est passée, une injustice qui s'est passée vis-à-vis d'un digne fils. Un digne fils de chez nous. C'est un digne fils de chez nous. Non seulement avant d'être un digne fils de chez nous, il est camerounais. J'ai vu des Camerounais s'indigner de toutes les ethnies. Mais ceux-là qui auraient encore pu s'indigner plus et manifester leur mécontentement de la plus belle des façons, ce sont nos chefs traditionnels. Un silence total. Et pour clôturer le tout, ils sont encore allés massivement apporter leur soutien au bourreau. Ils sont encore tous allés apporter leur soutien au bourreau. Quand nous parlons de boycott ici en diaspora et particulièrement ici en France, les gens nous stigmatisent. Les gens nous jettent la pierre. Mais avec le temps, beaucoup de personnes ont compris que le boycott des chefs traditionnels avait sa place. Et beaucoup de gens sont de plus en plus d'accord avec cela. Parce que les chefs traditionnels, je ne sais pas si vous avez lu
la publication d'Aristide, où il parle de la façon dont nous chouchoutons nos chefs traditionnels. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore comment j'avais été attaqué de la plus virulente des façons par les frères du Noun par rapport à leur roi, soi-disant leur chef, leur roi, le plus grand roi du monde et de la terre, n'est pas Sadina. J'ai été attaqué, j'ai été agressé sauvagement, ils m'ont déshabillé, mais ça ne m'a du tout pas gêné, parce que je ne regrette pas pourquoi j'étais allé. Aujourd'hui, parmi ceux qui m'avaient agressé, je suis sûr qu'il y en a qui se disent aujourd'hui, la maman avait raison. Ce chef est un Sadina, ce roi est un Sadina. Il ne fait rien pour nous, dans leur cœur, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Il y en a même qui pourraient même me demander des excuses. Parce que des gens mettent du temps parfois à comprendre. J'ai dit tout ça pour vous dire, pour vous exhorter, les frères et sœurs Bamileke, organisateurs, membres organisateurs de la All Bamileke Convention, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Je vous en prie, ne nous mettez pas encore un deuxième coup de poignard. Ne soyez pas les Yebga et les Kwemo. N'invitez aucun de ces chefs Sadina. N'invitez aucun de ces chefs Sadina à ces cérémonies-là. Ne les invitez pas. Parce qu'on ne peut pas tous, on ne peut pas toujours être en train de se trahir nous-mêmes. On ne peut pas toujours être en train de se trahir nous-mêmes. On ne peut pas toujours être en train de se trahir nous-mêmes. À chaque fois, la trahison, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui trahissons les nôtres. Regardez comment les autres, les uns et les autres défendent les leurs avec fierté, avec grandeur, sans aucune honte, malgré tout le mauvais travail, malgré tout le mal qu'ils font. Ils les défendent avec une de ces ferveurs que je me demande s'ils sont du même planète que nous. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ces chefs Bamileke, à qui vous offrez les grosses voitures, à qui vous versez les millions de dollars sur eux. Je vais vous parler d'eux et de leur trahison. Il est temps que vous leur dites la vérité. Parce que nous, on leur a déjà dit ici du côté de l'Europe. Mais il est temps que vous, du côté de l'Amérique là-bas, que vous leur dites votre part de vérité. Parce que nous, ici en Europe, on leur a déjà dit la vérité. Il est temps aussi que vous aussi, de votre côté là-bas, vous fassiez votre travail, que vous leur dites la vérité. Ce n'est pas l'État qui organise la All Bamileke Convention, c'est vous-même les enfants, fils et filles Bamileke qui organisez. Donc c'est à vous de mettre un stop à ces chefs extraordinaires. C'est à vous de leur dire, vous avez été étudiés, vous ne pouvez pas, nous les enfants de l'Ouest, Cameroun, nous ne pouvons pas vous inviter, vous convier à cet événement. C'est aussi simple que ça. Nous vous regardons. Nous vous regardons en ce moment-ci. Parce qu'à l'heure-ci, pensez encore à ces gens qu'on a arrêtés il y a 5 jours, 5-6 jours, on les a arrêtés le 5 août. Il y en a encore d'autres qui sont encore en garde à vue. Pensez à eux. Vous avez vu quel chef traditionnel, même Toussé, ils ont couru aller prendre 15 millions à étudier, au calme. Et vous allez encore venir acheter l'argent sur l'argent? Non. Non. Donc voilà les 42 traîtres, les 42 vendeurs de leur peuple, les 42 égoïstes, les 42 goinfres, les 42 gourmands. Oui, je peux leur manquer de respect. Je peux manquer de respect à des chefs qui n'ont aucune once de dignité, à des chefs qui n'ont aucune once de respect. Oui. Moi, 10 filles de l'Ouest, je peux leur manquer de respect. 42 individus qui ne pensent qu'à leur pensée, qui ont oublié la souffrance de leur peuple, qui ont oublié que pendant 7 ans, le peuple crie à l'Ouest et partout dans le Cameroun, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, pas de route, rien du tout. Et ces 42 goinfres s'en vont avec leur gros ventre se pavaner au palais afin de quémander comme les mendiants qu'ils sont. Nous leur disons, nous, enfants de l'Ouest, filles et fils de l'Ouest, nous leur disons ceci. Que le message soit clair et que ce live soit partagé à tous les chefs. Première chose, les conventions de l'Ouest commencent dès ce week-end. Boycott total de toutes les conventions dans tous les villages où les chefs ont participé à la mascarade au palais de Toudi. Boycott total de toutes les conventions. Pas de cotisation.
pour le chef. Pas de voiture, pas de maison, rien. C'est à ces conventions que le chef vient vous dire que oui, au courant de l'année, mes femmes n'ont pas eu le riz, mes enfants n'ont pas eu le mbunga, ainsi de suite. Zéro, vous ne donnez plus rien du tout. Rien. Quand Ngongo leur donne ce qu'ils ont besoin pendant 7 ans, quand Ngongo leur soigne leurs enfants, paye leur nourriture, paye leur voiture, ainsi de suite. Que les petits millions qu'on leur a donnés au palais ne finissent jamais. Une bande de mécréants, mendiants. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Il n'y a pas un autre peuple qui entretient ses chefs comme le peuple de l'Ouest. Vous êtes là entretenus comme des roitelets que vous êtes. Voiture, maison, manger, soigner, envoyer en diaspora, cotisation, on entretient même vos concubines, ainsi de suite. Et vous allez vendre le peuple. Vous allez vendre vos enfants que le même satrape est en train de tuer. Si vous vous étiez levé comme ça là pour dénoncer la forfaiture contre Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il aurait fait? Aucun d'entre vous n'a osé ouvrir son bec. Aujourd'hui, on vous voit porter les gros habits avec la chaleur, allez vous agenouiller devant un homme comme vous. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Pourquoi Ngongo n'invite pas les chefs de l'Est? Pourquoi Ngongo n'invite pas les chefs de chez lui? C'est seulement vous qui l'invitez parce que vous n'êtes que des mendiants. Une bande de fiottes. Des chefs sans couilles. Des chefs sans couilles, c'est moi qui dis ça. Des chefs sans couilles. Vous portez les gros boubous, mais il n'y a rien dedans. Bande de roublards. On vous voit là gros comme les tas de couscous. Gros comme ça alors qu'il n'y a rien dans vos boubous. Bande de chefs sans couilles. Ce n'est pas pour rien que vous avez 100 enfants, mais 90 sont faits par d'autres hommes dans le village. Parce que vous n'avez rien dans le pantalon. Vous n'avez rien dedans. Une bande de fripouilles comme ça là. Les conventions commencent à l'ouest ce week-end-ci. Voilà le week-end des conventions. Ça commence à mi-août. Les réunions de village. Ne cotisez rien pour ces fripouilles là. Ne cotisez rien pour ces mendiants. Ngongo leur donne tout ce dont ils ont besoin. Il se lève, il commence à dire que oui, pour la paix. Il y a la paix dans ce pays. Le chef Bafou qui passe dit qu'il y a la paix là-bas. Il y a la paix là-bas. Ce n'est pas Bafou qui est à la limite du nord-ouest. Ce n'est pas chez vous qu'on venait attraper les Ambaboy. Ce n'est pas chez vous que les Ambaboy venaient souvent, faisaient des débordements, venaient tuer les gens dans les villages. Maintenant tu pars avec ton gros ventre rempli de caca. Oh, pour la paix. Quelle paix? Quelle paix? Ça fait 10 ans que le pays est en guerre. Vous parlez de paix? Tous vos enfants qui sont jetés dans les prisons, encore le 5 août, on a arrêté 62. Vous en parlez? Vous en parlez? Vous pouviez aller là-bas dire, posez vos conditions en Ngongo aussi. Au lieu de vous coucher, de vous aplatir comme des crevettes, comme des crêpes. Vous pouviez même aller là-bas et dire que oui, nous allons assurer la paix dans nos régions à condition que vous libérez les enfants que vous avez arrêtés. Non, vous partez vendre tout pour rien. Rien que pour vos ventres remplis de caca. 42 fripouilles, 42 mendiants. Incroyable ça. Convention des vacances cette année-ci à l'ouest. 0 cotisation pour tous les chefs qui sont allés se pavaner chez Ngongo, qui sont allés vendre leur village, vendre leur population, vendre leur dignité, vendre leur masculinité. Une bande de chefs émasculés, sans couilles. On les voit là remplis dans les boubous alors qu'il n'y a rien dedans. Deuxième mesure, aucun de ces chefs, je dis bien, faites-moi la liste dans ma page de tous les chefs de l'Ouest qui sont partis vendre le peuple, les traîtres, de tous les chefs traîtres qui étaient là-bas. Faites la liste de ces traîtres. Bonjour mon caporal grillé.
aucun de ces traîtres ne mettra plus les pieds en diaspora. Alerte et avertissement à tous les organisateurs des événements culturels en diaspora. Si vous invitez un roi qui est parti chez Ngongo, c'est à vos risques et périls. Parce que nous allons les boycotter de la façon la plus sauvage. Je m'adresse ici aux organisateurs de la All Bamileke Convention, que j'apprends que c'est un melting pot où tout le monde vient. Alerte, je répète encore, alerte à tous les organisateurs de la All Bamileke Convention qui aura lieu le 31 août aux États-Unis. Si un seul de ces chefs met les pieds là-bas, nous allons faire la guerre aux États-Unis. C'est moi qui vous dis ça. Mon billet d'avion est déjà réservé. Et j'ai déjà mobilisé les troupes. Les gars vont partir de Montréal, de partout. On va venir là-bas. Vous ne saurez pas qui est qui. Tout le monde a déjà le billet. Alerte, alerte aux gars qui organisent la All Bamileke Convention. Si un de ces rois est là-bas, je dis que ce sont les fédéraux qui vont venir là-bas disperser la foule. Ce sont les fédéraux, la police fédérale américaine qui va venir là-bas arrêter tout le monde sans distinction. Tant pis pour ceux qui n'ont pas les papiers. Trump va les renvoyer au Cameroun. C'est moi qui vous préviens. Je dis bien aux États-Unis dans 2 semaines là, nous y serons. Et tant pis s'il y a un chef Sardina, tous les gens qui n'ont pas les papiers, qui seront là-bas, Trump va les renvoyer. Parce que nous, on va d'abord appeler la police de Trump, on va appeler toutes les autorités américaines pour leur dire qu'il y a les sans-papiers là-bas. Ils vont venir vous ramasser comme les fourmis. On en a marre. On en a marre. Je dis bien, je répète, alerte aux organisateurs de la All Bamileke Convention aux États-Unis dans 2 semaines. J'y serai. J'y serai. Et si on attend qu'il y a seulement l'ombre d'un chef qui allait manger dans la main de Ngongo, je vais appeler la police de Trump. Il va venir ramasser tous les sans-papiers là-bas. Il ramasse même votre chef et je vais indiquer que le chef là est un immigré sans papier. On va le soulever, ces mimbangs seront en l'air comme les mimbangs du bœuf. Incroyable. Aux organisateurs du LACAM, vous êtes avertis. Si un chef Sardina vient là-bas, votre événement est mort pour toujours. Je répète, si un seul chef Sardina met les pieds dans vos organisations, vois-moi des chefs à qui on paye les billets d'avion, on paye l'hébergement, on les nourrit en Europe, on leur donne beaucoup d'argent. Les gens, on organise des événements, les gens viennent les faroter. Ils font 1 semaine, ils n'ont que le farotage. Quand ils viennent ici en Europe, chacun d'entre eux ne rentre pas moins avec 70 à 100 millions de francs CFA. Ils vont vous ramper, vous allez ramper comme les chefs mendiants du Sud, parce qu'au Sud, les chefs sont mendiants. Au centre, les chefs sont mendiants, ils n'ont rien. Eux, on comprend qu'ils aillent mendier parce qu'ils n'ont rien. Je vous ai dit que mon propre oncle, le petit frère de ma mère, a vendu la chefferie à Saint-Mélima pour 50 000. C'est à ce point qu'il était désespéré. C'est à ce point qu'il était désespéré. Parce que malgré toutes les élites là, les élites mangent leur argent entre eux au Sud. Hein, ils ne donnent pas au chef. Ils pouvaient encore compter sur nous. Mais comme moi, je suis devenue une opposante, c'est ma tête qui est mise à prix dans mon village à Saint-Mélima. Après un jour, j'apprends seulement que wow, le petit frère de maman a vendu la chefferie à 50 000. Il avait taxé la chefferie à 100 000. La femme lui a donné une étrangère, une halogène, comme certains disent, comme certaines personnes appellent. Quelqu'un est venu de loin, acheter la chefferie à Saint-Mélima. On a taxé à 100 000, la maman l'a donné 50 000. Elle a occupé la chefferie jusqu'au jour, elle n'est plus jamais partie. Elle est chef de village, elle a acheté la chefferie à 50 000. Donc les chefs du Sud ont raison d'aller ramper, parce que c'est des mendiants, c'est des affamés, ils n'ont rien.
Tous les ministres que vous voyez là ne donnent rien à leur chef. Au contraire, ils les fouettent. On fouette les chefs au sud. On met le chef par terre, on le fouette. Vous êtes là, on vous donne tous les honneurs. On fait comme ça là devant vous, mbelon. Et vous partez encore prendre avec vos gros ventres remplis de taro et de couscous. Allez vous aligner derrière Ngongo. Bande de fripouilles. Bande de fripouilles. Il y a des chefs qui sont plus entretenus que vous. Il y a des chefs au Cameroun qui sont plus entretenus que vous. Incroyable. Incroyable. À tous les organisateurs des événements culturels en diaspora, aucun chef de ceux qui sont allés chez Ngongo ne met plus les pieds en diaspora. Si on entend seulement, ils vont voyager dans la boîte de sardines. Celui qu'on attrape en diaspora, il va lire. On va l'asseoir par terre comme ça, on arrache ses attributs avec les mains. Vous allez apprendre à respecter le peuple qui vous donne le pouvoir. Vous allez apprendre à respecter le peuple qui vous donne le pouvoir. J'en profite ici pour remercier tous les chefs du Honkam. Chez nous, les Bafa, on ne nyongle pas. Les chefs Bafa eux-mêmes, ils savent. S'ils sont sardinards, le peuple va les massacrer. Ils sont sardinards dans leur cœur, mais s'ils font la promotion de la sardine, le peuple va les massacrer. Chez nous, les Bafa, on ne nyongle pas. En commençant par le chef de mon village, s'il fait hang, il va lire sur la montre de Montréal. Parce que toute la famille est dans l'opposition. Tout le monde est opposant dans mon village. En dehors de lui et deux notables. S'il fait hang, on fait hangas. Dans sa propre chefferie, en commençant même par ses femmes. Donc vraiment, bravo. Bravo à tous les rois du Honkam. Vous êtes les vrais chefs. Vous êtes les hommes qui ont les mimbang bien durs. C'est pour ça qu'on ne nyongle pas chez nous. Avec ou sans coalition, à Bafang c'est l'opposition. C'est ça qui est ça. Le RDPC ne peut même pas battre campagne à Bafang. Il ne bat pas campagne à Bafang. Si on voit quelqu'un qui porte la robe du RDPC à Bafang, traitez-me-la. Les mamans qui vont souvent mendier avec les sacs pour prendre les 1 kg, 2 kg de riz au meeting du RDPC là. Je dis bien, si vous voyez une femme qui porte le pain du RDPC à Bafang, traitez-me-la. Traitez-me-la. Vous allez faire vos campagnes dans là où vous allez corrompre les gens. Vous allez battre campagne là où vous allez corrompre les gens. On en a marre. Un chef qui vient nous parler de paix. Il y a la paix quand il y a le vol électoral. Les évêques se plaignent du vol. L'évêque de Bafoussam a parlé. Vous n'avez pas entendu? Les évêques se plaignent. Les évêques, les hommes de Dieu ont boycotté. Sur 30 évêques, 7 sont partis. Ils ont boycotté l'affaire là. Ils disent qu'il faut la justice. Il faut le changement. L'évêque de Yagua dit que même le diable, que même si c'est le diable qui veut, on donne d'abord. Parce qu'on en a marre. Et vous allez vous amuser à ramper devant quelqu'un qui n'est pas légitime. Quand Paul Biya était debout, il ne venait pas vers vous. Quand Paul Biya était debout, bonjour Malion Mbomezu, quand Paul Biya était debout, Nessa, il était venu dans vos chefferies, vous lui avez donné le pouvoir. Paul Biya est où? Paul Biya est où? Pour que vous portiez vos pieds palmés comme les palmipèdes. Vous partez là-bas avec vos gros ventres remplis de couscous. Allez vous coucher devant un homme qui n'a ni légitimité, ni quoi que ce soit. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Je dis que votre boycott n'aura même pas, il n'y aura pas d'équivalent. On va vous faire ce qu'on n'a jamais fait. Bande de mécréants. Et rien ne va faire. Je dis bien rien ne va faire. Parce que votre tradition là vous demande d'être juste. Les ancêtres vous demandent de prendre soin du peuple. Et vous partez vendre le peuple. Vous croyez que votre petit poste de roi va nous faire quoi? Je dis que vous venez ici, on va vous manquer de respect.
On va vous manquer de respect. On va vous humilier. On va vous humilier. Le chef qui t'a... À tous les gars qui organisent les choses en diaspora, toutes les associations villageoises, toutes les associations de villages, de communautés, de machin, est tenté, je dis que tentez seulement, tentez d'inviter un de ces chefs. Tentez seulement. Et ça ne s'arrête pas qu'au chef, hein. Ça ne s'arrête pas qu'au chef. Même vos mafos qui viennent ici se pavaner avec les Djakoutaises, même vos mafos là qui viennent ici se balader, se pavaner avec un Djansang raté là, on va laisser les marques sur elle. On va laisser les marques sur elle. Les bobites sont en stage. Là où on va frapper les femmes là, elles vont lire l'heure sur la montre. On va plumer leurs cheveux comme on plume le poulet. Écoutez-moi les bêtises comme ça là. C'est le débat d'idées qui a mis les gens en prison au Conseil constitutionnel. Salade. C'est tellement le débat d'idées qu'on arrête les gens qui partaient à une audience publique, on les jette en prison. Et vous venez ici nous parler d'idées. Chouin. Chouin. La réciprocité de ça, 2018, on avait commencé, mais 2025, avec ce que vous avez fait là, Wallahi, celui qui va tomber de nos mains, va lire-le. Va lire-le. Il n'y aura plus que la farine. La farine est petite pour vous. Vous ne méritez plus la farine. La farine vous caresse. Le tout, si on va attraper, on met par terre, on commence à plumer comme ça, là, comme on plume le poulet. Un à un. Boycott sauvage de tous les rois. Je dis bien boycott sauvage. Tous les rois qui sont allés chez Ngongo, ne leur donnez plus 5 francs. Et si vous êtes dans un groupe de famille, partagez ce live dans les groupes de famille, les groupes communautaires. Partagez-moi ce live. Si vous êtes dans un groupe de famille et que vous donnez l'argent, parce qu'il y a les élites là, il y a des gens qui aiment se vanter pour dire que moi j'ai donné 500 000 au chef, l'autre a donné 100 000. Celui qui donne l'argent au chef et que ça sort dans la liste, lui-même il sera boycotté. Celui qui donne l'argent au chef, celui qui va à la réunion du village là en août, cotiser. Et qui c'est qu'il est en bain? Quand il rentre, on va régler ça ici. Vous partez acheter quoi? Bande de mauviettes. Vous n'avez pas honte? C'est pour ça qu'Atanga peut faire tout ce qu'il vous fait. C'est pour ça qu'Atanga peut faire tout ce qu'il fait là. Parce qu'on nous traite de lâches. On nous traite de lâches. Atanga peut se permettre d'aller dans un village comme à Bacham, aller créer une chefferie jusqu'à installer le chef. Vous êtes assis, vous regardez. Vous êtes assis, vous regardez. Atanga peut se lever, décider de qui est chef et qui n'est pas chef. Vous êtes assis, vous regardez. Après vous allez mbelon. Atanga peut faire tout ce qu'il veut. Vous n'avez pas les couilles pour vous lever. Lui-même, il ne peut pas dire qu'il a suffi de quelques coups de matraque pour que ces gens-là se résignent comme des bœufs. Et vous êtes là, vous êtes assis. Aucun chef, je remercie encore Sa Majesté Soukoudjou et tous les autres rois qui ne sont pas partis. Je leur dis merci. Vraiment, vous êtes avec le peuple. Vous avez compris les souffrances du peuple. Sa Majesté Soukoudjou, le seul vrai roi de plus haut degré à l'ouest. Tous les autres là, aucun d'entre eux n'a les couilles. Écoutez-moi quelqu'un. Ceux qui viennent bavarder là, je suis une princesse, hein? Je suis une fille de chefferie. Je suis une princesse dans mon village. Je ne parle pas que je suis à côté. Je suis une fille de la chefferie. Que ce soit
ma dot, que ce soit mes obsèques, ça va se faire dans la chefferie, pas à côté de la chefferie, pas vers la chefferie. Je suis une fille de la chefferie. Je ne viens pas parler ici, mais vos chefs ne viennent plus ici non plus. Vos chefs ne viennent plus ici, c'est ça qui est ça. Et c'était le seul message que je voulais passer ce matin. Tous les chefs sardinards, 42 chefs, aucun d'entre eux ne mettra les pieds en Europe à partir de cette année-ci. Aucun d'entre eux ne recevra plus de subventions. Aucun d'entre eux n'aura plus de cotisations, plus de voitures, plus d'évacuation sanitaire, rien du tout. Ngongo va s'occuper de vous jusqu'à ce que vous mourrez. Ngongo va prendre soin de vous jusqu'à votre mort. Tous les 42 là. J'ai pitié de l'enfant que vous avez traîné dans votre mascarade. Et lui ne comprend rien, c'est encore un enfant. Il a l'âge, il n'a même pas l'âge. Mon dernier fils ici a 10 ans. Donc il a le même âge que mon dernier fils que je prends encore pour un bébé. Vous portez l'enfant, partez mettre dans la sardine. Quand il sera grand, il va regretter ça. Quand il sera grand, il va pleurer que pourquoi vous m'avez fait ça. Vous n'avez pas honte? Une bande de mendiants, hommes sans caractère, hommes sans couilles. On les voit gros, avec leurs gros boubous comme ça, alors qu'il n'y a rien dedans. Pas de mimbang. Aucun mimbang. Vous allez entendre que, oh, le chef a 50 enfants. Sur les 50, la 48 sont faits par les notables. Parce qu'eux-mêmes n'ont rien dans le pantalon. Seulement le gros ventre pour manger et se pavader partout comme des mendiants. Seulement vos gros ventres là pour manger. Vous êtes même incapable d'assurer vos femmes. Il faut que les notables viennent vous aider. Les femmes du chef ont faim, on doit cotiser. Le chef doit aller, on doit acheter la voiture. Le chef doit faire ceci. Vous êtes des bébés entretenus. Vous êtes devenus des femmelettes. À l'époque, les chefs à l'ouest, c'était des chefs de guerre. C'était des chefs guerriers. C'était eux qui partaient au maquis. C'était eux qui allaient en guerre. Mon grand-père a fait le maquis. Mon grand-père a lutté contre le colon. Mon grand-père a chassé le colon à la machette à Babouantou. Mon grand-père a chassé le colon à la machette à Babouantou. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Une bande de mauviettes qui vont se coucher devant un autre homme. Des hommes qui sont incapables d'exprimer leurs idées. Des hommes qui sont incapables de défendre leur peuple. Boycott à vie. Boycott à vie de tous ces chefs-là. C'est le message que je voulais passer ce matin. Vous allez m'excuser, je perturbe les vacances de ma famille du côté de la péninsule où nous sommes. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a des choses qui doivent être dites et de la manière la plus ferme. Merci et bonne journée à vous. Le plus vieux monarque du Cameroun, Sa Majesté Jean Ramos Sokudjo, critique vertement les autorités traditionnelles de la région de l'Ouest. Dans une sortie sur ses réseaux sociaux, ce dernier accuse les dépositaires du pouvoir ancestral de s'être dévoyés, trahissant la mission qui leur incombe, abandonnant leur village pour des intérêts égoïstes. Pour la présidentielle 2025, le plus vieux monarque du Cameroun, Sa Majesté Jean Ramos Sokudjo, critique vertement les autorités traditionnelles de la région de l'Ouest. Dans une sortie sur ses réseaux sociaux, ce dernier accuse les dépositaires du pouvoir ancestral de s'être dévoyés, trahissant ainsi la mission qui leur incombe, abandonnant même leur village pour des intérêts égoïstes. Le fort des Bamendjou invite ces monarques à une prise de conscience et à écouter les cris de leur communauté plongée dans la misère. La synthèse de sa sortie dans ce reportage d'Emos Fongo, Kevin Tiogo. Le roi Sokudjo Jean Ramos, le faux des Bamendjou, se refuse d'être mêlé à toute initiative visant à apporter un soutien quelconque à Paul Biya, candidat en liste pour un 8e mandat à la magistrature suprême au Cameroun. Au lendemain du passage très commenté des autorités traditionnelles de l'Ouest au palais d'Etoudi, où sont engagés depuis près d'un mois des consultations avec les différents corps sociopolitiques en faveur d'un soutien au candidat Paul Biya, diligenté par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ganga. Sa Majesté Sokudjo Jean Ramos, dans une missive sur sa page Facebook, désavoue ses pairs. Pour le faux des Bamendjou, il est indéniable que les chefs ont abandonné la voie qui a été tracée par leurs aïeux
pour s'engager dans une autre école qui ne les honore guère. De l'avis de ce doyen des monarques, ce qui compte pour ces chefs, ce sont des intérêts égoïstes et égocentriques au détriment du bien-être des communautés dont ils sont censés être les guides. Il va plus loin et remet en question la légitimité traditionnelle de certains chefs qui s'engagent sur ces voies contraires aux valeurs ancestrales. Face à ces monarques qui se montrent ainsi insensibles aux cris du peuple, aux pleurs des veuves et des orphelins, le faut, sans prétention aucune d'interdire quoi que ce soit à une quelconque autorité traditionnelle, rappelle néanmoins que chacun sera comptable de ses actes quand sonnera l'heure de la vérité. Cependant, Sa Majesté Jean Ramon Sokodjo n'a qu'un souhait, celui de voir le mauvais vent qui souffle passer sans emporter des têtes, mais invite chacun à la vigilance, à la méfiance et à la sagesse, afin d'éviter la colère de Dieu, l'être suprême et juge infaillible. Ne peut pas avoir de paix véritable tant que persistent les injustices au Cameroun. Monseigneur Paul Lonsikene l'a martelé lors du pèlerinage pour la paix organisé à Bafoussam. Pendant cette rencontre ayant mobilisé plusieurs chrétiens de son diocèse, l'évêque de Bafoussam a réitéré son invite aux acteurs du processus électoral sur la nécessité d'intégrer qu'ils doivent suivre la voie du Christ qui est la vérité. D'autres détails sur l'homélie poignante du prélat avec Robert Kenyé, Vivien Tonfac. Arbre de paix en main, Monseigneur Paul Lonsikene avance en procession vers la nouvelle cathédrale de Bafoussam. Derrière lui, plusieurs milliers de chrétiens, majoritairement vêtus de rouge, ayant répondu à son appel à l'occasion du pèlerinage pour la paix. La paix étant ce sans quoi personne ne peut véritablement s'épanouir. Vous allez me dire que certains sont épanouis. Qui vous dit qu'ils sont épanouis? Et s'ils sont tellement épanouis dans ce pays, pourquoi se sentent-ils obligés d'envoyer leurs enfants loin? Pourquoi lorsqu'ils sont malades, se sentent-ils obligés d'aller loin pour se soigner? Dans son homélie, l'évêque de Bafoussam précise la voie à travers laquelle une paix durable peut être bâtie au Cameroun. Le chemin de la paix, c'est la vérité. Et la vérité est. Et lorsqu'on est dans la vérité, on n'a même pas peur de mourir, non? Ce n'est donc pas par leur armée, car illusion que des chameaux pour la victoire. Une armée ne donne pas le haut. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole de Dieu, Psaume 32, verset 17. Ce n'est pas non plus par le moulinex et le shérif, et que sais-je encore, ce n'est plus par le beau discours qu'on utilise pour manipuler et intimider. Et quand les gens se taisent, on dit « Oula, on a gagné !» Qui vous dit que vous avez gagné? Le prélat rappelle qu'aucune paix n'est possible lorsque les actions des gouvernants ne visent pas le mieux-être du peuple. La paix protège le peuple et le peuple protège la paix. Mais un peuple qui murmure et murmure. Et nous sommes là pour dire de grâce que cela cesse. Car le murmure peut être source de mort. Monseigneur Paul Lonsikene rappelle la nécessité pour les chrétiens de participer à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est par les urnes, dans la vérité, je dis bien dans la vérité, que nous avancerons. Pour préserver la paix, l'homme de Dieu invite chaque acteur du processus électoral en cours à jouer franc jeu. Que ceux qui seront appelés à compter les voix fassent un exercice, un bon exercice, et que ceux qui les envoient s'assurent qu'ils savent bien qu'on... Détourner le vote d'un individu, c'est le supprimer. Aussi, il demande au peuple de Dieu devant participer à ce scrutin de suivre la voie du Christ. Et le Christ nous invite à renoncer aux mensonges, à renoncer aux avantages éphémères, surtout lorsqu'ils sont proposés en piétinant la vérité, la dignité des pauvres, en compromettant l'avenir des millions de Camerounais, y compris des enfants de nos enfants. Ce pèlerinage pour la paix était encadré par des éléments de la police et de la gendarmerie, déployés en très grand nombre, à qui Monseigneur Paul Lonsikene a fait un clin d'œil. Remercions sur la sécurité de la police, de la gendarmerie et tous ceux qui sont en civil et qui sont chargés de reporter tout ce que j'ai dit ici. Nous leur disons merci. Le bal que les évêques du Cameroun fustigent la candidature du locataire d'Etoudi
La polémique enfle autour de l'arrivée du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun au Palais de l'Unité à l'invitation du secrétaire général à la présidence de la République. Que sont allés faire les prélats à un conclave qui vise à soutenir la candidature de l'homme du 6 novembre 82? On en parle dans cette édition. Les concertations entre le secrétaire général de la présidence de la République et les acteurs sociopolitiques se poursuivent au Palais de l'Unité. Hier mercredi, c'était au tour des évêques de prendre part à cette rencontre qui vise à obtenir le soutien en faveur du plébiscite de Paul Biya à la future élection présidentielle. Ces rencontres démontrent aux yeux des analystes politiques que le régime en place est en difficulté et essaie de redresser la barre. Décryptage dans cet élément de Éric Florent Ouattat, Achille Kamga. On le sait depuis longtemps maintenant, le pouvoir en place et l'Église catholique ne sont pas en odeur de sainteté. Ces derniers mois, les évêques, les prêtres, les hommes de Dieu de cette obédience en général ont multiplié des sorties pour fustiger la gouvernance du régime Biya qui a enfoncé le pays dans la misère totale. L'Église catholique a d'ailleurs carrément dressé le portrait du futur président de la République et dont les critères sont aux antipodes du profil du dirigeant actuel en place depuis 43 ans. On observe une certaine exaspération chez les prélats face à la malgouvernance ou contre-performance managériale de Yaoundé. Les évêques, ma foi, deviennent de plus en plus offensifs et comptent jouer un rôle important dans le processus d'alternance à la tête de l'État. Fort de ces désaccords entre les deux partis, la présidence de la République a convié les évêques pour une concertation en vue d'apaiser les tensions, analysent les politologues. Au sein du prélat ou alors au sein de la conférence épiscopale du Cameroun, on a d'un côté des évêques organiques, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire ceux-là qui ont décidé d'émarger aux pratiques éternitaires de l'ordre dominant, moyennant probablement quelques largesses ou quelques privilèges, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme les évêques du peuple. Cette rencontre avec le secrétaire général de la présidence de la République intervient un jour après la date fixée. Elle intervient surtout quelques jours après la dernière sortie très critique de l'archevêque métropolitain de la ville de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, qui appelait carrément à une alternance pour sauver le Cameroun. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de prélats ont compris qu'il n'est plus question de cautionner la malgouvernance ou alors de donner un quelconque quitus aux manœuvres actuelles qui semblent se rapprocher d'une opération de gré à gré en sourdine. En tout cas, les 7 évêques présents à Etoudi ont indiqué dans leur communiqué d'après concertation n'avoir aucun parti pris, même si l'Église se doit de s'intéresser à ce que le peuple vit. Alors que les évêques du Cameroun avaient fustigé la candidature du locataire d'Etoudi il y a quelques mois, la polémique enfle autour de l'arrivée du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun au Palais de l'Unité, à l'invitation du secrétaire général à la présidence de la République. Que sont allés faire les prélats à un conclave qui vise à soutenir la candidature de l'homme du 6 novembre 82? Élément de réponse dans ce reportage de Jiré Siopa, Sedingding. Alors que depuis plusieurs semaines, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, multiplie les entrevues avec les leaders d'opinion en vue d'obtenir des soutiens au candidat Paul Biya pour la prochaine présidentielle, l'arrivée d'une délégation fait jaser, celle de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. La rencontre initialement prévue la veille a eu lieu le jour d'après, mais beaucoup s'interrogent. Que sont allés chercher les évêques au palais d'Etoudi? En rappel, le 28 mars 2025, lors de leur conférence, les prélats avaient dressé le portrait robot du candidat idéal. Ne pas utiliser son pouvoir pour s'enrichir personnellement ou soumettre son peuple. Être capable de sillonner le pays en visitant tout au moins chaque région au moins une fois pendant son mandat. Être capable de comprendre les besoins et les attentes des Camerounais. Des critères qui, de l'avis de nombreux analystes, disqualifiaient l'actuel locataire d'Etoudi. Mais les hommes de Dieu auraient-ils fait volte-face? Alors que la polémique enfle même au sein de certains leaders religieux, Monseigneur Andjunkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale, remet les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que nous sommes venus concerter avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence,
pour voir comment on peut faire ensemble comme pays pour avoir la paix avant, pendant et après les élections prochaines en octobre. Un communiqué, celui du secrétariat général de la conférence, vient relever que le rapport du 28 mars a été remis au SGPR comme pour balayer toute forme de suspicion de collusion entre l'État et l'Église. À moins de 60 jours du scrutin, entre rapprochement et probable alliance, les positions, elles, restent toujours aussi opaques. Ce mercredi, le palais de l'Unité s'est fait à la fois cathédrale et cour royale. D'abord, les membres du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, nos seigneurs André Kea, président, Philippe Alain Barga, Jean Barga, Joseph Atanga, Christophe Zoua, Michael Bibi, Sosten Léopold Baemi et Paul Niaga, secrétaire général de la conférence épiscopale. Notre message principal pendant cette rencontre, c'est que nous tous, les Camerounais, on doit continuer à prier, pas de violence. Moi, je viens de Nord-Ouest et je peux vous dire ce que la violence nous a fait dans le Nosso. Donc on ne veut pas que notre pays tombe encore dans ces violences qu'on a vues, qu'on a vécues au nord-ouest et au sud-ouest. Depuis l'indépendance de ce pays, le Cameroun, l'Église catholique a toujours eu une bonne relation entre l'Église et l'État. C'est pour ça que nous sommes venus. Comme vous constatez vous-même, l'Église comme telle n'est pas partisane. Mais chaque chrétien qui est citoyen a droit d'exercer son droit politique. Leur message est clair. Soutenir l'État, garantir la stabilité et la fraternité avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Et la prière comme arme spirituelle. Puis vient en fin d'après-midi la délégation des 31 chefs traditionnels du Nord-Ouest, menée par Sa Majesté Fon Chafa Isaac II de Bangolan, entouré des Fon Yakoum Kevin de Bambalan, du Fon Akere Julius de Kambé, ou encore du Fon Bingolo de Nso, entre autres. Nous avons apporté le message de paix à l'endroit de tous nos enfants, que l'élection n'est pas la fin de tout, ce n'est pas la guerre. Il faut aller aux élections en paix. C'est lui qui va gagner, on accepte. Nous ne voulons pas le dégât, nous ne voulons pas le désordre. Parce que si vraiment nous aimons notre pays, ce n'est pas en désordre qu'on peut bâtir un pays. Donc voilà l'essentiel des messages que nous avons apportés à l'endroit du chef de l'État. Parce qu'il est en sagesse. Il a trop de sagesse. Donc, nous voulons réitérer notre soutien à l'endroit du chef de l'État. Pour ces monarques, la stabilité du Cameroun passe par le maintien à la tête de l'État de celui qu'ils considèrent comme leur chef suprême. Un serment politique et coutumier transmis au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Le président du comité stratégique de campagne du candidat Paul Biya salue chaque fois le haut attachement de chacune des deux délégations à la paix. Sous la voûte du palais de l'Unité, Encens et Tam Tam ont parlé. Les premiers pour la paix, les seconds pour la paix et la continuité au sommet de l'État. Il était interdit aux chefs de regarder derrière quand ils marchent. Parce que eux, ils constituent déjà la sécurité du chef, si bien que le chef n'a pas le droit de regarder derrière. Si oui, il est soupçonné de manque de confiance. Ah oui, l'administration coloniale, ayant constaté la puissance des chefferies traditionnelles, cette puissance traditionnelle est un handicap. Il fallait m'éliminer par poison. Ah oui, vous êtes passé même par tolérer. Oui, oui, oui.
Majesté, et merci de nous recevoir. Bonjour Alain Foucault. Alors, j'ai envie que nous commencions notre entretien en remontant le temps. Mon père, tel que vous posez la question, m'a donné naissance étant déjà chef. Quel est le pouvoir du chef en réalité lorsque une administration existe? Quelles sont vos prérogatives sur ce qui se passe dans le village? Est-ce que c'est les terres? Est-ce que c'est la justice? C'est quoi aujourd'hui le pouvoir du chef? Le chef, dans l'ensemble du territoire, a tout et rien, parce qu'il est coordonnateur de tout. Le chef est aussi à la fois une personnalité religieuse. La République ne peut pas se cadrer avec la monarchie. Une stratégie a été mise en place. Voilà. Et cette stratégie a consisté c'est-à-dire à diluer les chefferies, à amener même les chefs. Et c'est même pourquoi, moi, personnellement, aujourd'hui, j'accuse les chefs d'être complices au mal que souffre la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Les chefs sont en majorité complices. Absolument. Voilà. Revenons à votre parcours assez exceptionnel. Lorsque vous naissez ici, dans cette chefferie, comment ça se passe à l'époque? Parce que nous sommes dans les années de colonisation encore dans ce pays. Est-ce que vous aviez des écoles dans cet environnement ou bien vous allez ailleurs pour aller à l'école? Je suis né en 1936. Or, la première prétendue école ici, c'est vers les années 44. Or, à cette époque, il fallait forcer les princes à aller à l'école pour amener les populations à envoyer leurs enfants à l'école. Sinon, à cette époque, les populations n'étaient pas prêtes à envoyer leurs enfants à l'école. Et vous, on vous a envoyé à l'école malgré tout, ou bien vous faisiez partie des princes qui étaient protégés, qu'on évitait d'envoyer à l'école? Non, je peux dire que je ne faisais pas partie parce que c'est en 1946 que mon père, pour la première fois, m'envoie à l'école protestante ici à Bamidjo. À l'école protestante? Protestante. Il n'y avait pas d'école publique? Non, il n'y avait pas encore d'école publique. Vous êtes parmi beaucoup d'enfants comme dans une chefferie. Vous allez aller à l'école protestante, mais vous allez quitter le village. Pourquoi vous quittez le village? Pourquoi vous partez du village? C'est en 1946 que je quitte le village pour me retrouver à Konsamba, à l'école catholique de Konsamba, et envoyé par mon père. Et c'est de là, en 1947, que je dois quitter définitivement à une destination, je peux dire que inconnue, pour me retrouver à Yaoundé. Pourquoi on vous éloigne? Il y a beaucoup d'enfants dans une chefferie, tout le monde ne part pas comme vous. Était-ce un choix du chef de vous faire partir, de vous éloigner? Est-ce que c'était déjà une prédestination, un choix qu'il avait fait? Non, je ne pouvais pas avoir une idée par rapport à mon âge, mais ce n'est que quand je suis devenu grand que je me suis rendu compte que mon père avait une autre ambition que je ne pouvais pas connaître pour m'éloigner de lui. Mais quand vous partez chez les oncles, vous partez chez qui pour vous retrouver à Yaoundé? Chez les gens seuls que mon père connaissait leurs relations. Pendant des années que je suis passé à Yaoundé, c'était entre les mains des bêtis. Alors ça c'est une grande question, parce qu'on a le sentiment que les gens ne se fréquentaient pas, que les tribus ne se fréquentaient pas. Voilà quelqu'un qui part d'un village Bamenjou, à l'ouest du Cameroun, en pays Bamideke, qui se retrouve chez les Bétis. Comment ça s'explique? Était-ce la relation de votre père? Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Alors c'est justement une question que moi-même, de temps en temps, je me dis au Cameroun que je suis un prototype de l'intégration nationale parce que à cette époque où je me suis retrouvé entre les mains d'un Béti, si le Cameroun était celui d'aujourd'hui, je ne serais plus vivant. Mais à l'époque, il y avait vraiment l'intégration nationale, il y avait le vivre ensemble pratique et non théorique. Et c'est pour ces raisons que cela m'a permis de garder ces relations entre moi
et les Betty jusqu'au jour où je vous parle. Alors, c'était un ami de la famille? Non, pas un ami. Je me suis perdu comme ça et me retrouvais entre les mains des Betty. L'ancienne, regretté premier ministre du Cameroun, André-Marie Mbida, alors qu'il était séminariste, mais il m'avait gardé pendant 5 mois en tant que séminariste. Alors vous vous retrouvez en pays Betty. Qu'est-ce qui vous ramène au village et à quel moment? Dans quelles circonstances? Alors c'est vers les années 50 que mon père se trouvant gravement malade, étant aussi informé, mais je ne pouvais pas me déplacer sans mon tuteur. Mon tuteur attendait qu'on donne les congés de fin d'année, c'est-à-dire de fête de décembre et fin d'année, pour qu'on vienne voir l'état de santé de mon père. Or, c'est précisément le 3 janvier 1953 que nous quittons Yaoundé pour venir voir l'état de santé de mon père. Et nous, on arrive ici, à l'ouest, alors qu'il était décédé le 26 décembre 52. Vous arrivez quand il est déjà décédé? Il est décédé le 6 janvier, le 26 décembre 52. Comment s'appelait votre tuteur Betty à Yaoundé? Atangana, Simon. Simon Atangana. Simon Atangana. Donc, c'est avec lui que vous venez pour rendre visite à la famille? Maintenant, je me trouvais cette fois-ci entre les mains d'un ancien serviteur de mon père qui s'appelait Nkamdoum Jean. Avec Nkamdoum Jean, vous venez pour voir votre père? Pour voir mon père. Et vous arrivez, il est décédé. Il est décédé. Et comment vous vous retrouvez sur le trône? Qu'est-ce qui se passe? Or, lorsque Nkamdoum Jean me présente devant un Bamenjou qui était à l'époque auxiliaire de l'administration. Or, celui-ci me présente devant le chef de subdivision et quitte au chef de subdivision de m'informer que c'est moi qui est le futur successeur de mon père. Et moi, je refuse. Je lui dis qu'il faut que je finisse mes études en tant qu'élève avant de venir succéder. Alors, quitte à lui maintenant, ne pouvant pas m'expliquer objectivement ce qu'il fallait, tout ça. Et puis, il me jongle, quelques temps après, il me dit que la tradition ne permet pas que je rentre encore à l'école. C'est pourquoi le chef de subdivision, il me prend en charge pour venir me présenter ici, au palais, pendant le deuil qui continuait, que le successeur est arrivé, et voilà comment je fus intronisé. Alors là, ça pose pas mal de problèmes traditionnels. On sait que dans la tradition bamileke, on va attraper le chef, on va attraper le nouveau chef. Dans votre cas, est-ce le chef de subdivision qui décide sans qu'on passe par le canevas traditionnel? Non, ce n'est pas le chef de subdivision qui décide. Le chef de subdivision qui détenait le testament écrit de mon père. Après tout ce constat, il vient donc me confier aux initiés, qui devaient donc organiser la cérémonie de mon arrestation pour me mettre maintenant dans Alakam, qui après les 9 semaines, on devait m'introniser pour devenir le chef traditionnel du mouvement de Bamenjou. Parlons justement tradition, parlons de l'intronisation à proprement parler. Comment ça se passe en pays bamileke concrètement? C'est-à-dire, est-ce le chef qui choisit son successeur et qu'on organise son arrestation? Vous posez là une question qui même actuellement me gêne personnellement parce que en matière de l'intronisation en pays bamileke, c'est devenu plutôt politique et non traditionnel. Et j'ai même l'impression que c'est ça qui cause certains problèmes actuellement en pays bamileke. Alors, on n'improvise pas l'intronisation d'un chef. Et ce n'est pas l'administration. Le chef traditionnel en pays bamileke respecte pour que ce chef reçoit la bénédiction, le soutien des ancêtres, doit respecter la règle. La règle qui est celui que c'est le défunt qui choisit le successeur
et non les ordres. Voilà. Ceci est conservé par les initiés qui détiennent ce secret avant même la mort du chef. Et donc, on organise maintenant, on le fait arrêter par les notables, c'est ça? Et ceci, cependant, les cérémonies de deuil au marché. C'est publiquement et en plein marché qu'on l'arrête et non dans la cour de la chefferie. Ça veut dire que publiquement au marché est une manière de lire publiquement le futur chef sur la proposition du défunt qui a décidé que c'est celui-ci. Et le moment venu, c'est pendant les cérémonies de deuil de défunt qu'on l'arrête parmi ses autres frères. Voilà. Alors, on l'arrête parmi ses autres frères, on organise donc maintenant son intronisation. Son intronisation. En passant par le roi. Par le roi, oui. C'est-à-dire, ça se passe comment? On est curieux de savoir. Il y a tout un rite traditionnel parce que dès qu'on l'arrête au marché, il y a des lieux, par exemple, ici à Bamenjou, on doit transiter par la forge du premier chef forgeron, dont sa forge est à l'entrée ici. On doit, dans un premier temps, transiter avec lui par la forge, et à la forge, il doit exercer son métier de chef forgeron. Et après le premier rite là-bas, on le descend maintenant au Panthéon, où il doit contribuer à l'enterrement de son défunt père, même s'il était absent. Parce que s'il était absent, son défunt père étant enterré, la tombe doit être fermée à moitié. Et l'autre moitié ne doit être fermée que par le successeur. D'accord. Dans votre cas, la tombe était déjà fermée ou pas? À moitié. Moitié. Parce que je n'étais pas présent. Mais on n'avait pas encore choisi. En réalité, si on comprend bien, on vous ramène pour que vous soyez au trône. Au trône. C'est-à-dire que je pense que le serviteur de votre père, Kamdoum Jean, savait qu'il était déjà mort quand il vous ramenait. Si oui, tout est gardé secrètement par nous. Parce que je peux dire peut-être qu'il en savait quelque chose parce que lorsque je voulais par exemple devenir prêtre à la mission catholique de Yaoundé, de Mokolo, alors il était le premier à contester que je n'ai pas dit au prêtre que je ne peux pas devenir prêtre. Non, c'est qu'il en savait quelque chose. Absolument. Voilà. Parce que c'était votre désir de devenir prêtre? Oui, c'était mon désir de devenir prêtre. Ah oui? Oui. On vous a dissuadé de votre vocation, de votre envie, de votre métier de prédilection? Effectivement, oui. Dans le même temps, ça ne correspondait pas au rôle, ou en tout cas à la fonction que le fils d'un chef pouvait avoir, non? Est-ce qu'aujourd'hui, le fils d'un chef peut être prêtre? Non, après, oui. Après, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de différence parce que c'est après, quand j'étais déjà intronisé, que je me suis rendu compte que le chef est aussi à la fois une personnalité religieuse. On va en parler, Vous voilà, chef. Vous enterrez, vous fermez définitivement la tombe de votre père. C'est à ce moment qu'intervient votre intronisation. Comment ça se passe? Effectivement, après ce rite, je suis dirigé maintenant à l'Aka, où on doit maintenant procéder au rite proprement parlant de l'intronisation et que je dois passer 9 semaines de formation à l'Aka. Qui vous forme là-bas? Il y a les initiés. C'est secret. Voilà. Ils ne sont pas tellement secrets. Parce que initié veut dire que quoi? Il faut d'abord voir si sur le plan traditionnel, je suis effectivement le chef. Est-ce que sur le plan physique, je remplis les conditions? Est-ce que sur le plan moral, je remplis toutes ces conditions? Et c'est ça, tous ces tests que j'ai subis durant les 9 semaines. 9 semaines où vous êtes gavé aussi. Oui, oui. C'est le paradis là-bas. Oui, oui. Oui, effectivement. Est-ce que vous y allez avec d'autres ou bien le chef va passer toutes ces semaines de solitude? Non, pas de solitude. C'est-à-dire, on est presque dans un autre monde parce que dès que je suis intronisé à l'ACAM, il y a mon premier adjoint qui doit être à côté, dans son ACAM, il y a les deuxièmes adjoints, et je dois être accompagné de 9 femmes. Ces 9 femmes sont les vôtres ou bien on vous les donne? On me les donne.
On vous les donne, vous ne les connaissez pas? Oui, oui, on me les donne. Donc là, on va vous initier aussi effectivement, à la sexualité. Oui, oui. Quand vous ressortez de là-bas, est-ce qu'il y a une obligation que vous ayez fait un enfant pendant que vous êtes au lac? Ah oui, mais il y a d'obligation qu'avant votre sortie, que des femmes aient déjà des grossesses qui justifient votre capacité, voilà, en la matière. Si pendant qu'on est là-bas, il n'y a pas de grossesse, comment on fait? Votre capacité en matière de fécondité est douteuse. Et ce que la tradition bamléké n'accepte, n'apprécie pas. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à destituer quelqu'un parce qu'il ne peut pas faire d'enfant? Ah oui, vous savez, il y a des choses que nous ne connaissons pas dans la tradition bamléké, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Le coup d'État était autorisé. À partir du cercle, d'un certain cercle ésotérique, on vous élimine physiquement. Carrément. Oui, on vous élimine. Lorsque le chef, par exemple, abuse sur les règles en matière de commandement, c'est-à-dire qu'il pose les actes indignes du chef. Il mérite carrément d'être éliminé. Qui décide? Il y a un cercle. On invente maintenant, mais ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Mais maintenant, l'on est en train de créer des cercles bidons. Parce que ceux qui constituent ces cercles maintenant ne disposent pas de cette force-là. Voilà. Parce que cette force-là partait d'abord de la sincérité qui est entre le chef et un certain groupe de personnes et que le chef livre sa confiance à ces personnes et ces personnes livrent leur confiance au chef. Voilà. C'est ça le modèle démocratique de la tradition. Oui, oui, c'est ça qui permettait à ce que, quand le chef, par exemple, viole leur entente, non, il se décide de l'éliminer. Et c'est pour cette raison qu'à partir de ce cercle, il était interdit au chef de regarder derrière quand il marche. Parce que eux, ils constituent déjà la sécurité du chef, sur bien que le chef n'a pas le droit de regarder derrière. Si oui, il est soupçonné de manque de confiance. Ah oui? Oui, il est soupçonné de manque de confiance. Alors, un jeune homme de votre âge qui arrive aux affaires, à cette période-là, qui arrive à la chefferie avec une telle tradition, vous y êtes arrivé à respecter toutes ces règles-là? C'était faisable? Voilà, il y a des des choses... été indulgents avec vous? Effectivement, il y a des choses qui nous échappent maintenant, tout simplement parce que nous nous trompons en pensant qu'on trompe les autres. Lorsque le chef succède, étant le légitime chef, ce chef, que vous le voulez ou pas, il bénéficie d'encadrement des ancêtres. C'est pour cette raison que ce chef agit comme s'il aurait été chef avant. Donc c'est que j'étais guidé par quelque chose dont moi-même je ne maîtrisais pas. Qui est du domaine de là-bas. Oui. Vous êtes jeune, vous venez d'arriver, vous n'avez pas forcément vécu toujours au village, vous avez des notables. Comment se prend une décision dans une chefferie comme celle-là? Est-ce que le chef dit « faisons ceci » et consulte? Est-ce que le chef peut passer outre? Est-ce qu'il y a des décisions que le chef a envie de faire passer et qui ne peuvent pas passer parce qu'il y a un conseil? Nous avons beaucoup de choses qui sont en train d'être falsifiées. On traduit, on se dit que notre tradition n'était pas démocratique. Non. C'est pourquoi je profite pour vous répéter encore que les 8 jours de la semaine bamléké constituent 8 jours de rencontre des sociétés à la chefferie. Non, elles ne sont pas des sociétés secrètes, elles sont plutôt des assemblées consultatives où le chef consultait avant de prendre une décision. Et c'est après avoir passé tour à tour durant les 8 assemblées qu'une majorité s'est dégagée. Et le chef prenait la décision dans le sens de la majorité dégagée. Et c'est pour cette raison qu'en pays bamléké, les bamlékés appelaient le chef Dieu. Voilà. Parce qu'il connaît ce que les gens pensent. Alors que c'est à partir de la consultation. Il consulte tout le monde et voilà. prend la décision de la majorité. L'idée qui se dégage globalement. Alors vous arrivez aux affaires dans une période où le Cameroun, dans son ensemble, traverse des turbulences, de fortes turbulences.
On parle de maquis à l'ouest du Cameroun. On parle de maquis, on parle de ce qui étaient des nationalistes en réalité, et où on va combattre avec dureté ce maquis-là, notamment le colonel Lamberton et autres qui vont frapper dans cette zone, dans cette région du pays. Est-ce que vous pouvez parler de cette période? Avez-vous le souvenir de cette période, de ce qui se passait dans les villages bamileke où il y a eu beaucoup d'assassinats? Oui, vous attaquez là un autre domaine. J'ai vécu du début à la fin. J'ai été acteur. Depuis que le président français est arrivé au Cameroun, et pour la première fois accepté qu'il y a eu dérapage de forces armées françaises au Cameroun, je me suis dit qu'il ne fallait plus parler, il ne me fallait plus parler de ce domaine, en attendant le jour où le Cameroun et la France pourra s'engager à voir ce qui se passait exactement. Et si je vis encore, je serai l'un de ceux que le gouvernement pourra prendre comme témoin oculaire. Mais je ne vous réponds qu'en faisant un petit résumé. Oui, j'ai été un acteur. Dès le début, en 1955, j'ai dit après les événements du 25 mai 1955, nous étions à 3 dans la région de l'Ouest. Il y avait moi, il y avait Neyou, il y avait Fézé Marcel, parmi les autres chefs traditionnels. Effectivement, c'était vrai parce que le jour où, après les événements du 25 mai 1955, lorsque la délégation des Nations Unies devait se rendre au Cameroun début 1956, il était question maintenant que les Camerounais remettent les pétitions. Or, pour nous, les chefs traditionnels, l'administration française nous avait amenés à nous rencontrer pour préparer notre pétition contre l'indépendance immédiate. Or, j'étais le premier à me soulever contre à la chefferie de Banin. Et nous les trois, moi, Neyim et Fézé Marcel, nous avions abandonné les autres chefs et partir. Et à l'arrivée de la délégation des Nations Unies, nous étions les seuls à nous organiser pour aller accueillir la délégation des Nations Unies à l'aéroport de Douala. Et les avait accompagnés à Yaoundé. Et les avait accompagnés au centre climatique de Tchang. Et à Tchang, lorsqu'il était impossible que les Camerounais remettent les pétitions, nous avions organisé un bar d'enceinte en plein air au marché de Tchang pour permettre aux autres Camerounais courageux d'en profiter pour remettre les pétitions à la délégation des Nations Unies. Bon, on profitait aussi parce que le chef de délégation, c'était un noir américain. On en profitait aussi parce qu'il était noir pour lui remettre les pétitions. Mon arrestation avait loupé le jour qu'on avait organisé. On me met en résidence surveillée. L'arrestation de Neyum avait réussi. C'est pourquoi il était déporté en prison à Yokadouma. Et maintenant, Fézé Marcel, lui, bon, il se cachait et finalement, il se retrouvait en exil à Conakry. Vous souhaitiez l'indépendance immédiate. Qu'est-ce qui vous faisait tant détester la présence française à l'époque? Je pense que les actes posés par l'administration française, et étant donné que le Cameroun n'était pas une colonie française, et c'est ça, mais l'administration française agissait comme le Cameroun était colonisé par la France, et c'est ça qui était l'énervement pour que nous autres, on s'est dit que, comme la fin de la tutelle française, c'était en 1960, il fallait qu'on manifeste dès le début son mécontentement. C'est pour ces raisons que le 25 mai 55, nous avions organisé le soulèvement du 25 mai 55 à Douala pour ne nous attaquer qu'aux intérêts français. À la même heure, même seconde, bien comptée. Pour prouver que ce ne sont pas un groupe de bandits, mais que c'est une organisation. Alors, y avait-il déjà un lien entre la rébellion bamileke, qui était très très fortement constituée, et l'UPC de l'autre côté? Non, parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. C'est après le 25 mai 55 que les jeunes bamileke,
le Bamileke ne sentait pas encore la rébellion. Que les jeunes Bamileke, comme ils étaient majoritaires, étaient recherchés. Voilà. Tous ceux-là, comme ils étaient, que ce soit les Momiens Félix, que ce soit les Nzoudier, tout ça, les Tagatsi, tout ça, ils étaient recherchés. Ils habitaient à Douala. Et chacun se réfugiait dans son groupement d'origine à l'ouest. Et pendant qu'on pensait qu'ils se cachaient, ils mettaient plutôt les structures de l'UPC en place, que l'ouest ne connaissait même pas encore. Et c'est en ce moment qu'ils ont profité pour mettre en place les structures de l'UPC. Pendant que l'administration les recherchait maintenant, ils ont développé l'UPC, organisé la rébellion à l'ouest qui venait maintenant plus fort que dans la Sénégal maritime. Alors, pour qu'il y ait rébellion, il fallait qu'il y ait des armes. Est-ce qu'on sait comment les gens se sont armés pour lutter contre cette armée brutale qu'était l'armée française? Parlant de la rébellion, comme dans d'autres pays où on vit maintenant, où on a vu une organisation, l'armée, tout ça, s'organiser, s'entraîner, tel n'était pas le cas à l'ouest. Les gens se sentaient menacés parce que lorsque ces gars étaient recherchés, quand on venait chez lui ou chez ses parents, on ne le trouve pas. Ou on arrête ses parents pour tuer. Ou si on met la main sur lui, on le tue. Ou on amène sa famille pour les passer à la balançoire, dans les brigades de terre. Et maintenant, ils ont commencé par les gourdins. Et lorsqu'il avait la chance d'attraper un armé, un militaire, tout ça, et qu'il récupère son arme, c'était grand merci pour eux. Sinon, avoir une armée, comme ailleurs dans les autres rébellions, non, il n'était ravitaillé par personne. Ça n'a jamais existé. Non, non, non. Bien. Donc, vous allez vous trouver en résidence surveillée ici pendant 3 ans. Oui. Ça ne va pas calmer votre ardeur, votre nationalisme. Zéro, zéro. Qu'est-ce qui vous rendait si furieux? Oui. Si déterminé? D'abord parce que j'étais soutenu par les autres. Et il faut dire que ce qu'on avait comme esprit nationaliste n'existe pas au Cameroun aujourd'hui. Rendez-vous compte que quand 50 personnes étaient arrêtées, sur les 50, personne ne reconnaissait l'autre. La recherche était disparue. Ça s'arrête sur celui qu'on a arrêté, un point, un trait. Et même si vous le tuez, il vous dira qu'il était avec personne. Voilà l'esprit nationaliste qu'on avait dans le temps. Et ceci était plus que les armes. Parce que quand un nationaliste était recherché, il était impossible de le trouver parce que vous ne verrez personne qui peut vous dire que le voilà. Exemple, j'ai passé ici 3 ans avec plusieurs autres recherchés qui vivaient avec moi et l'armée ensemble. Mais dans l'ensemble du territoire, vous ne pouvez trouver personne qui pouvait aider l'armée à aller dire que voilà tel que vous cherchez. Et c'était ça la force. J'en gardais le secret. Oui. Vous allez vous trouver en prison. Pourquoi vous vous retrouvez en prison? Et dans quelles circonstances? Mais on m'a pris, j'ai passé 3 ans ici, et après les 3 ans, on m'a seulement amené en prison. On a fabriqué des trucs tantôt, j'ai augmenté le taux d'impôt, j'ai fait ceci, tout ça, et puis voilà, je me retrouve en prison. On vous a embarqué. Embarqué, voilà. Mais on vous enferme où? Et dans quelles circonstances? On m'a d'abord fermé à Bafoussam. Après Bafoussam, c'était à Tchang. Après Tchang, on m'amène à Bafia. Après Bafia, on m'amène à Yoko. Après Yoko, on m'amène à Nanga Iboko, en prison à Nanga Iboko. Après Nanga Iboko, on m'amène en prison à Doumé. Après Doumé, on m'amène à Yokadouma. Et c'est de Tchoréré que j'étais transféré en prison centrale de Yaoundé, où j'étais amnistié. Ah oui, vous êtes passé même pas Tchoréré? Oui, oui, oui. Mais pourquoi vous changez autant de prison? Qu'est-ce qui faisait que chaque fois vous changez de lieu d'enfermement? Oh oui, parce que on avait tout tenté. D'abord à Tchang, il fallait m'éliminer par poison. Malheureusement, j'ai été aidé par les militaires de ne pas consommer le poison qui m'était préparé.
Les geôliers, c'était des blancs, c'était des noirs. Hein? Ceux avec qui vous passiez la journée, qui étaient soldats qui vous gardaient. C'était les blancs. C'était des blancs. C'était les blancs. Et on vous change de prison, De prison en prison, oui. De prison en prison, Oui. sans jamais vous juger. Non. Après, on m'avait jugé. Il m'a condamné 5 ans d'emprisonnement ferme et 5 ans d'interdiction de séjour. De séjour chez vous? Oui. Et vous êtes enfermé là-bas, qu'est-ce qui se passe au village? On a embarqué le chef, que devient le village? Alors, quand j'étais en prison, il y a une réunion avec le chef de subdivision ici au palais où il fallait remplacer le chef pour que la chefferie ne reste pas vacante. Or, ils se sont entendus avec les notables. Et à la sortie du palais ici, aucun notable n'avait réussi à atteindre chez lui parce que partout était envahi et les concessions de tous ces notables qui avaient participé à la réunion étaient brûlées avant 20 minutes dans l'ensemble du village. Et la révolte était totale alors que le palais était occupé par les militaires depuis 3 ans. C'est toute la population qui s'attaque aux militaires qui étaient installés ici. Les militaires étaient obligés de s'embarquer et fuir pour aller s'installer à Batié. Ah oui, le village a chassé les envahisseurs. Les envahisseurs, oui, les militaires. Et refusé un nouveau chef. Et refusé complètement, on ne pourrait pas tenter. Et donc, le village est resté sans chef. Oui, sans chef, oui. Jusqu'à l'indépendance. Et c'est après l'amnistie que j'ai rejoint la chefferie. Alors, vous bénéficiez de cette fameuse amnistie après l'indépendance. Oui. On vous laisse partir comme ça. Oui, comme ça. On dit que vous avez passé toutes ces années comme ça, bon, rentrez chez vous. Oui. Quand on m'a ramené en prison, à la prison centrale de Yaoundé, bon, devant la prison, comme je voulais entrer en prison, on m'a dit, le régisseur a dit que j'attends. J'attends. À 8h, 9h, c'est plutôt la voiture du ministre de la Justice qui vient me chercher. On m'amène devant lui, dit que je suis amnistie, c'est fini. Qui était le ministre de la Justice? C'est Kanga Victor. Victor Kanga. Alors, on vous libère, on vous ramène pas au village. Vous rentrez au village par vous. Non, je m'étais installé à Yaoundé. Et c'est après que le ministre de l'administration territoriale m'avait offert des véhicules en fonction de l'enseignement fourni, les nombres de gens qui m'accompagnaient, la famille avait fourni un certain nombre de véhicules pour me faire rentrer à l'ouest. Donc, vous arrivez au village. La chefferie est brûlée. Tout. Le village est disloqué. Parce que le village a été malmené. Oui. Et un village sans chef, c'est un peu comme un corps sans tête. Comment vous reconstituez ça? Il fallait regrouper d'abord la population parce qu'ils étaient dispersés partout. Parce que pendant la rébellion, il y a eu aussi les hors-la-loi qui se sont constitués. Les bandits, il fallait les ramener à l'ordre. Tout ça, fallait du temps. Et c'est quand j'avais réussi à les ramener à l'ordre, la paix étant revenue, chacun a regagné sa concession telle que nous vivons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous donne autant de force lorsque vous arrivez? Il y a des hors-la-loi, il y a le pouvoir central qui n'est pas pour vous, il y a le vide, et la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui vous donne la force de reconstituer ce village, de reconstituer les gens, que les gens vous refassent confiance? Je pense que c'est cette confiance que les gens avaient en moi, voilà, qui me donnait la force. Parce que même quand j'allais des fois me démoraliser, j'étais encouragé par les gens, la population, voilà. Il y a une chefferie qui a eu du mal, qu'il faut reconstruire, où les villageois sont partis, où il faut les convaincre de revenir. Qu'est-ce qui permet de vivre? C'est-à-dire, on a besoin de revenus, on a besoin de construire. Est-ce que cela veut dire qu'une chefferie comme celle-là a des revenus fixes, des revenus qui lui sont propres, d'où elle tire son moyen de vivre? Ou bien est-ce que l'administration finit par vous donner de l'argent? Non. Les revenus d'une chefferie, c'est son peuple. C'est ma conviction parce que, malgré tout ça, lorsque ce peuple avait confiance en moi, de tout le temps, j'ai eu leur soutien. Que ce soit le palais, c'est leur œuvre. Il n'y a pas l'œuvre de l'État. Même au moment où je pensais, parce que moi, qu'est-ce qui m'a rendu aussi plus radical? C'est-à-dire, compte tenu de ce qu'il y avait ici, comme patrimoine,
culturelle de la population. Je pensais qu'après avoir débuté la restauration du palais, le gouvernement devait intervenir. Mais le gouvernement n'avait, mine de rien, alors que des informations me laissaient entendre que le gouvernement intervienne ailleurs. Voilà. Alors, ça m'amène à poser la question de la relation entre la chefferie traditionnelle, qui est un pouvoir spirituel, pouvoir naturel de peuple, et l'administration centrale. Quel est le type de rapport qu'entretient la chefferie avec le pouvoir et quel est le type de rapport qu'elle devrait entretenir avec le pouvoir? Je pense que l'administration coloniale, ayant constaté la puissance des chefferies traditionnelles dans d'autres régions du Cameroun, et que cette puissance traditionnelle est un handicap. La République ne peut pas se cadrer avec la monarchie. C'est même cette idée qui a continué à créer les chefferies des premiers, des deuxièmes, des troisièmes catégories pour enfin les diluer comme ça à la nature. Est-ce que vous comprenez que les chefs aujourd'hui soient devenus presque des auxiliaires d'administration? Est-ce que c'est compatible? Non, je pense que je suis le seul depuis 1977. Après le décret 77, soi-disant, qui organise les chefferies traditionnelles, je suis le seul qui est resté toujours comme un chef traditionnel, être l'officier d'administration de quel cadre, par exemple? Quel échelon, par exemple? Voilà. Est-ce que ça ne vient pas, ça ne procède pas de ce que vous disiez à l'instant, pour diluer le pouvoir traditionnel? Est-ce que ce n'est pas une façon de banaliser le pouvoir traditionnel en faisant que, il est ce lien-là, qu'il devienne un auxiliaire d'administration? Mais c'est ma pensée. Mais qu'est-ce qui fait que dans une région où les chefs sont aussi, où les chefs étaient aussi puissants, où les chefs étaient aussi importants pour les populations, il n'y ait jamais eu une démarche des chefs pour dire nous on refuse là? Et qu'on ait le sentiment que les chefs vont vers ça avec beaucoup de plaisir et font même de la politique. Mais ce n'est pas surprenant. Ça provient de ce que je viens de vous dire, que une stratégie a été mise en place. Voilà, une stratégie a été mise en place. Et cette stratégie a consisté c'est-à-dire à diluer les chefferies, à amener même les chefs. Et c'est même pourquoi, moi, personnellement, aujourd'hui, j'accuse les chefs d'être complices au mal que souffre la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Les chefs sont en majorité complices. Absolument. Quel est le pouvoir du chef, en réalité, lorsque une administration existe? Quelles sont vos prérogatives sur ce qui se passe dans le village? Est-ce que c'est les terres? Est-ce que c'est la justice? C'est quoi aujourd'hui le pouvoir du chef? Non, le chef, dans l'ensemble du territoire, a tout et rien, parce qu'il est coordonnateur de tout. Voilà. Et tout est reparti. Ce n'est que maintenant où on est déçu parce que ceux qui doivent exercer, voilà, ceux qui doivent exercer ces fonctions à la place du chef, plutôt abusent. Et le chef en paie les frais. Alors que tout était organisé, reparti, si bien que celui-ci que je ne m'occupe que de maïs à la place du chef. Je ne m'occupe que des chèvres à la place du chef. Tout est organisé. Mais maintenant, avec, on ne sait pas si c'est le modernisme ou quoi, on met le désordre, voilà. Alors, aujourd'hui, le chef peut-il décider des questions foncières et l'État le laisse faire? Non, l'État, je pense que l'État a déjà enlevé ça au chef. C'est pourquoi le problème de terre maintenant, c'est la panique, c'est le désordre total. Parce que le chef, comme moi, n'est même plus concerné. Mais je pense que les villageois continuent de venir vous voir quand il y a Mais effectivement, le villageois continue à venir me voir pour chercher la vérité. Mais cette vérité qu'on ne veut pas. Voilà. Parce qu'avec l'administration, vous vous retrouvez avec 3, 4, 5 titres fonciers sur un même terrain. Voilà. Mais est-ce que l'administration ne vient pas consulter aussi le chef dans ce cas-là? L'administration n'a pas besoin. Un chef malhonnête, oui. Il faut aller trouver le chef de 3e degré
parce que le chef de 3e degré est un peu fragile, tout ça, voilà. On sait qu'il y a un vrai retour vers les traditions chez les jeunes, et même les moins jeunes, parce que l'illusion est passée. Mais reste un débat, c'est que, est-ce qu'on peut être un vrai chef et être soit chrétien, soit musulman en pays bamileke? Parce qu'il existe un réel combat entre les religions, un peu comme si nous n'en avions pas nous aussi, des religions. Avant que le blanc n'arrive, il y avait bien des religions. Nos religions existent jusqu'à présent. Nous avons nos religions. Si vous pouvez voir le nombre de chrétiens de chaque dimanche matin, que ce soit protestant, que ce soit catholique, vous verrez que ça va en diminution. Or, vous verrez même les prêtres eux-mêmes respectent leur propre religion. Je connais déjà des prêtres, des amis, qui sont devenus des successeurs de leurs parents au village. Est-ce qu'il n'existe pas aussi une difficulté à faire que cette religion qui était la nôtre, qui était basée sur la croyance que nous ont léguée nos ancêtres, est-ce qu'il existe un moyen de faire qu'elle soit restaurée, c'est-à-dire mieux connue pour que ceux qui, justement, quittent les religions dont vous parlez, puissent aller vers quelque chose en y voyant clair? Le problème qui se pose maintenant, et que moi, personnellement, je connais et je ressens, c'est le problème de se charger de ces évangélistes traditionnels. Parce que ces évangélistes traditionnels sont devenus de faux. Tantôt ils sont des sorciers, tantôt ils se comportent en guérisseurs traditionnels. Ils mélangent tout et finalement on ne comprend plus d'où est la religion. Voilà. C'est là où le problème se pose maintenant. Parce que tout est faux. Et comme un peu partout, dans toutes les autres religions, que vous voyez se multiplier partout, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité des chefs traditionnels, permettez-moi, qui n'ont peut-être pas vulgarisé suffisamment cette religion-là, qui n'ont pas suffisamment parlé de cette religion, de nos croyances en nous? Par exemple, là, vous êtes en train de faire une cérémonie ici, le Chepan. J'ai commencé d'abord par les rites purement sacrés. Sacré, ça veut dire que quoi? Des rites traditionnels en matière religieuse. J'ai commencé par réunir les initiés et faire le sacrifice pour demander l'aide de Dieu pour la cérémonie, le bien-être de la population et les distribuer dans l'ensemble du village par le biais de cela. Alors, chose que peut-être ailleurs, on ne pense même plus à ça. Le tien qu'en maintenant, c'est la spiritualité. C'est la religion proprement parlant. Le tien qu'en ne se fait que pendant l'année bissextile. Et l'année bissextile a été considérée en religion bamileke comme l'année sainte. L'année où on doit purifier les enfants. Et c'est en cette année bissextile que ça se passe. C'est notre religion. Comme ceci se devait se passer à la même période dans toutes les chefferies traditionnelles. Il y a des chefferies, il y a au moins 95% des chefferies qui sont totalement abandonnées. C'est dramatique. Oui. Mais c'est aussi la responsabilité des chefferies d'expliquer ça aux gens. Effectivement, parce que on a vu des chefs, au lieu de propager leur religion, on a même vu les chefs banaliser le culte des ancêtres. On a vu des chefs, j'ai vu des chefs banaliser totalement le culte des ancêtres. Est-ce que ça ne vient pas aussi de l'ignorance, Majesté? Quand on va dans des funérailles, quand on va dans des cérémonies, dans des rituels, on a le sentiment que les gens n'arrivent plus à l'appliquer, pas parce qu'ils veulent changer, mais parce qu'ils ne savent pas. Est-ce que c'est un seul modèle et que c'est parce qu'on ne sait plus qu'il y a autant de modèles? Non, il y a un seul modèle. C'est justement parce que on a voulu inventer par-ci, par-là des modèles qui n'ont même pas de résultats. Dans notre religion traditionnelle, il vous a été dit que si à telle date, à telle heure, vous partez et jetez 7 jujubes à tel endroit,
et vous demandez à Dieu de vous donner telle chose, il va vous donner à telle heure. Voilà que le moment est venu. Ce n'est ni le jour, ni à l'heure, ni le nombre. Vous partez faire ce que bon vous semble et vous attendez le résultat. Alors que le rite n'a pas été pratiqué comme tel. Donc il faut qu'on retourne au rituel original. Oui. Comment on fait ça? Il faut que ton propre chef accepte d'aller avec nous, s'il a confiance à ça. Il faut que l'autre là voit qu'à 5-10 qu'on se soit à 10 pour répondre à la même chose. Mais qu'est-ce qui empêche que ça se fasse? La politique a joué beaucoup. Pourquoi? Parce que la politique a rendu beaucoup de chefs fragiles dans leur propre territoire. Si bien que pour faire certaines choses, c'est impossible. Je vais revenir vous voir, si vous permettez, Majesté, parce que dans la raison du temps, on est obligé de s'arrêter. Toutefois, on reviendra vous voir lorsqu'on aura avancé. Non, je suis là à votre disposition parce que c'est grâce à certains documentaires que vous faites qu'on peut avoir l'idée pour revenir à l'authenticité, à la réalité. Parce que nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de perdre avec amusement. Mais les Blancs sont en train de connaître. La chefferie Bamendjou est nichée au cœur d'une forêt sacrée dont on peut apercevoir un bout derrière moi. À cette étape, le roi remet en jeu sa couronne et peut être sanctionné ou même destitué si jamais il a failli à son devoir envers le peuple qu'il sert.